Alors, avec plaisir, je retrouve Oumar Adéandjou. Oumar Adéandjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour à tous. Laurent Roland Tonnikes, bonjour. Maury Agua, bonjour. Oumar Adéandjou, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Les journaux, pour la plupart, se sont intéressés à l'actualité. Cette actualité, c'est bien l'arrestation de Oswald Omeki, l'interpellation, j'allais dire, de Oswald Omeki, de Olivier Bokor et également du colonel Thévor Edjret, Dieudonné Thévor Edjret. Et voilà, c'est bien l'actualité, les quotidiens en ont parlé, nous avons parcouru les quotidiens. Il y a eu des interrogations, il y a eu des affirmations. Laurent Roland Tonnikes, Oumar Adéandjou, comment avez-vous accueilli cette information hier? Alors, moi, je dirais que j'ai accueilli cette information sans surprise. Parce que je l'ai toujours dit que la fin du mandat, en tout cas la fin du mandat du président Patrice Talon sera marquée par beaucoup d'événements. Et nous en sommes là, malheureusement ou heureusement pour certains acteurs. Toujours est-il que quand vous regardez la manière dont Oswald Omeki s'était séparé de Patrice Talon et puis les dernières informations qui font état de ce qu'il est lié à une tension entre les deux hommes, les deux amis inséparables, Patrice Talon et Olivier Bokor, on n'est pas surpris d'assister à une telle scène, en tout cas la scène à laquelle nous assistons maintenant. Et quand on regarde les acteurs en jeu, ça interpelle et ça amène à se poser mille et une questions. Alors j'ai suivi la déclaration des avocats des deux hommes, Oswald Omeki et Olivier Bokor, notamment avec Dieudonné Thévor Edjret hier. Mais je crois qu'il y a des conclusions, en tout cas, on peut faire des analyses sur les faits évoqués, en tout cas, tels que relatés par les avocats aujourd'hui. Avant de poursuivre avec les analyses des faits évoqués par les avocats, nous allons prendre l'avis de Oumar Adéandjou et j'ai prévu les extraits, 2 extraits de ces avocats avant de vous permettre de faire vos analyses par rapport aux affirmations, aux déclarations des avocats. Oumar Adéandjou, comment avez-vous accueilli cette information? Oui, bon, c'est vrai que je n'étais pas complètement éberlué, mais j'étais plus ou moins surpris, sachant qu'il y a une très bonne relation. Au départ, je veux dire, entre le président Talon et Oswald Omeki, Olivier Bokor et tout ce monde-là, c'était un cercle très restreint de l'arène politique qui se comprenait, qui parlait le même langage, qui étaient tous ensemble. C'est vrai qu'au dernier moment, il y a eu donc des différends, certainement des différends entre eux, notamment, je crois, par rapport à la candidature ou pas d'Olivier Bokor. Il y a eu pas mal de choses au point où Oswald Omeki a dû quitter le gouvernement. Il a quitté le gouvernement. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'il a quitté le gouvernement. Moi, je ne m'attendais plus vraiment que grief lui soit reproché sur un plan ou quelconque, parce que tout simplement, voilà, il aurait maille à partir avec peut-être le cercle restreint du président Patrice Talon, ou peut-être même avec Est-ce qu'il y a encore le cercle restreint? Bon, il y a forcément... Je pense qu'il y a toujours... Non, parce que quand on parle de cercle restreint, il faut penser à Johannes Dayon, il faut penser à Somaron, il faut penser à Aurélien Agbenossi. Oui. Toutes ces personnes, malheureusement, ne sont plus là. Peut-être que le chef renouvelle les hommes autour de lui. Bon, c'est possible, mais bon, ça, c'est un fait. OK, mais est-ce que ce fait-là justifie tout ceci? Tout ce que moi, je peux faire comme analyse à l'instant actuel, c'est que c'est suffisamment grave parce que, c'est des hautes personnalités. Il y a même un commandant de la garde républicaine, Dieudonné Thévor Edjret, et donc l'ancien patron des sports, Oswald Omeki. Donc, certainement que ce qu'on leur reproche est très grave. Et si c'est lié à la sûreté de l'État, si c'est une atteinte portée à la sûreté de l'État, je me dis qu'on est parti pour un procès qui va faire défrayer quand même la chronique, qui va faire couler beaucoup d'encre et des salives. Donc attendons de voir comment est-ce que la police déjà gère cette affaire et comment est-ce que la justice aussi va prendre le relais pour nous informer. Et j'espère vraiment que nous, journalistes, qui sommes les porte-voix de ce peuple-là,
toujours informés, que nos reporters qui vont sur le terrain soient bien reçus et qu'on leur donne toutes les informations qu'il faut. Je pense que ça aussi, ça fait partie de la démocratie. Il faut permettre au peuple de pouvoir jouir de son droit à l'information. Laurent avait envie de dire quelque chose. Oui, non, en fait, quand il parle, Ouma parle d'atteinte à la sécurité de l'État, je crois que les gens... Non, je dis, s'il oui, s'agissait de cela... parce que c'est l'information qui circule actuellement. Je crois que si c'était le cas et que ce n'était pas un jeu politique, on attend de voir comment est-ce que le procès sera organisé, parce qu'on a vu les mêmes faits reprocher à Ricky Amadougou qui a écopé de 20 ans de prison. Est-ce que le cas de Ozad Omeki, lui, ils auront aussi 20 ans? On attend de voir la suite. Vous parlez de jeu au sommet de l'État. Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui pensent qu'ils sont en train de jouer de la comédie au sommet de l'État? Parce que beaucoup n'y croient pas. Non, c'est pour ça que vous avez dit, on va sous les extraits. Je vous démontrerai, pour moi, en tout cas, ces deux options. Est-ce que vous croyez à une comédie au sommet de l'État? Non, mais c'est complètement possible. Nous sommes dans l'arène politique. Il y a deux options. Voilà. Mais à la lune où les choses vont... Moi, je n'y crois pas vraiment. Après les extraits, on va les arrêter. Non, il faudrait que ce scénariste-là soit suffisamment... On va suivre les extraits. Moi, en tout cas, je ne crois pas du tout à une comédie au sommet de l'État. Personnellement. Du tout alors, du tout. Eh bien, on va suivre le premier extrait des avocats qui, quand même, c'est un extrait, ce n'est pas tout ce qu'ils ont dit. J'ai pris juste un extrait et on va suivre et on va revenir. Et je vais annoncer le deuxième extrait avant de redonner la parole pour les analyses proprement dites. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, aux environs de 2 heures du matin, les éléments de la brigade criminelle d'Agban-Gandan ont fait irruption au domicile de M. Oswald Omeki, qui s'y trouvait avec M. Dieudonné Tevoedre. Il s'y a de préciser que les deux personnalités sont connues, amies de longue date. Ils ont procédé à la perquisition du dit véhicule et y ont découvert des numéraires qu'ils ont saisis. La police n'a plus effectué quelques autres fouilles après la découverte des numéraires avant de conduire Manu Militari, M. Omeki et M. Tevoedre dans les locaux de la brigade criminelle d'Agban-Gandan. Cette interpellation et les actes qui s'en sont suivis constituent, et c'est la raison de notre point de presse, une énième violation de la Constitution de notre pays et des lois républicaines dont notre État s'est librement doté. Sur le caractère anticonstitutionnel et illégal des perquisitions et de la saisie des numéraires intervenus, nous voudrons vous indiquer que dans la droite ligne des dispositions de l'article 20 de la Constitution béninoise, le Code de procédure pénale, en son article 53, interdit toute visite domiciliaire, perquisition et saisie au-delà de 21 heures et avant 6 heures, précisément pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État tels que reprochés à M. Omeki. Ces dérives particulièrement graves qui se répètent dans notre État de droit surviennent, une fois encore, en violation de la Constitution, des lois internes ainsi que des conventions régionales et internationales auxquelles notre pays est parti. On ne va pas revenir ici sur la façon dont Olivier Boko a été arrêté ou kidnappé, comme les gens aiment le dire, mais nous allons suivre les avocats qui, donc, parlent d'Olivier Boko. On suit. Nous, avocats de M. Olivier Boko, 1. Dénonçons son enlèvement par des hommes en armes dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. 2. Dénonçons la violation flagrante des fondamentaux de l'État de droit, toute chose de nature à transformer notre pays en un État sans loi et à hypothéquer son attractivité. 3.
Exigeons des autorités politico-judiciaires de notre pays des déclarations immédiates quant aux lieux et conditions de détention de M. Olivier Bokor et quant aux faits qui lui sont reprochés. 4. Prenons à témoin les instances nationales, régionales et internationales garantes du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et de la démocratie véritable, ainsi que le peuple béninois. De tout ce qui précède, il découle nécessairement la nullité absolue de toutes les procédures initiées à l'encontre de M. Bokor, Omeki et Tévoya. Voilà pourquoi nous exigeons, ici et maintenant, sa mise en liberté immédiate, tirée du caractère arbitraire de son enlèvement. Fait à Cotonou, le 24 septembre 2024, nous vous remercions. Laurent, vous l'entendez, vous avez suivi les propos de ces avocats en deux parties. Je vous laisse faire votre analyse. Alors, première chose, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'un commandant de la garde républicaine cherche chez un ministre démissionnaire à 2 h du matin. Selon les propos relatés par les avocats. C'est à 2 h du matin qu'ils ont l'habitude de se voir. Comme ouais, écoutez, Olivier Bokor qui se rendait aussi chez le président de la République à 1h30. Je vais vous dire une chose. Ozwan Omeki est un ministre démissionnaire. On sait qu'il y a brouille entre lui et son père adoptif, Patrice Talon. En griffe. En griffe. Et vous êtes le chef de la garde républicaine qui est censé assurer la sécurité du chef de l'État. Au-delà de l'amitié, parce que les avocats ont parlé d'amitié. Mais dans ces cas-ci, soit vous sacrifiez votre amitié, ou alors vous vous débarrassez de votre poste pour être au service de votre ami. Donc, il y a déjà matière à se poser des questions. Qu'est-ce que quelqu'un qui est censé assurer la sécurité du chef de l'État, la sécurité de l'État, parce que le chef de l'État, c'est l'État quand même, se trouve chez un ministre démissionnaire qui est en griffe en brouille avec le chef. Donc, il y a matière à ce qu'on se pose des questions. Je crois que les avocats, j'étais avocat de Ozwan Omeki, je n'allais pas relater ces faits-là. Première chose. Deuxième chose, on dit qu'on aurait trouvé de l'argent dans sa maison, beaucoup d'argent. Je crois que dans sa voiture, potentiel à revenir sur ça. À quoi servirait cet argent? Je crois que les gens n'ont pas fait pire que ça, que quand on les a interpellés pour leur coller 20 ans, ils sont en prison. Je veux parler notamment de Ricky Madougou. Et je prends la deuxième partie de la situation. J'évoque le cas de, comment vous appelez, Olivier Bokor également, qui est un ami du chef de l'État, qui se rendait au domicile du chef de l'État avec son épouse au volant, et qui a été interpellé, qui aujourd'hui, on ne sait pas où il se trouve. On a pu voir que depuis que cette affaire de Olivier Bokor a commencé, il y a une réaction du chef de l'État au détour d'une sortie médiatique. Mais on a pu voir que toujours ces affiches, les affiches de Bokor circulaient dans la ville un peu partout et personne n'en parlait. Sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Et donc, je me pose une question. Est-ce que ce qui se passe là, c'est réellement une situation que le chef n'a pas aimée, ou bien on est dans un jeu politique? Parce que malheureusement, je vois le scénario 2016 qui veut se reproduire en 2026. Je m'explique. C'est quoi? En 2016, on a constaté que les vrais opposants à Boni Yayi ne sont pas ceux qui ont gagné le pouvoir en 2016. Je m'explique. Les Eric Rondeté et autres qui étaient opposants farouches de Boni Yayi n'ont pas gagné le pouvoir. Vous voulez parler d'Azanaï aussi? Oui. Et non, Azanaï a au moins de mettre. Oui, mais les vrais opposants, il y en a qui n'ont pas mangé avec Boni Yayi, je pense à tout hasard, Eric Rondeté. D'accord. Qui n'ont pas gagné le pouvoir. Et c'est ceux qui ont géré le pouvoir avec Boni Yayi et qui ont quitté la BAC 7 ans après, 8 ans après, 9 ans après, qui se sont associés, qui ont repris le pouvoir en 2016. Je vais parler de Patrice Talon, qui est resté avec lui jusqu'en 2011, 2012, avant que la brouille ne commence. Je vais parler de Pascal Irénée Koupaki, qui a été ministre et qui après a démissionné. Toutes ces personnes qui sont restées avec lui et qui, à la fin, pratiquement à la fin, ont quitté la BAC pour devenir des opposants qui ont conquis le pouvoir. Donc je vois un tel scénario qui veut se reproduire, malheureusement contre les Béninois, parce que
Olivier Bokor qui est resté avec Patrice Talon, qui a fait tous les voyages avec Patrice Talon, Omeki qui a fait pratiquement 7 ans au pouvoir, avec Patrice Talon et autres aujourd'hui qui sont sortis maintenant, veulent constituer une autre opposition au sein de la mouvance présidentielle pour damer le pion aux démocrates. S'ils ne savent pas faire. C'est le vrai schéma qui se profile à l'horizon. C'est-à-dire les vrais opposants, démocrates et autres aujourd'hui, seront là, mais une autre opposition va être suscitée au sein de la mouvance même. Et puis ceux-là vont dire finalement que Patrice Talon est mauvais, et puis ils vont constituer leur bloc en même temps. Parce que, sachant que Olivier Bokor maîtrise beaucoup d'acteurs politiques, ils vont se constituer en opposition à Patrice Talon, s'organiser maintenant, et venir conquérir encore le pouvoir d'État, et on va continuer. Les vrais opposants qui ont bataillé pendant 10 ans seront encore laissés sur le carreau. C'est le premier schéma que je vois. D'accord. Deuxième schéma. Deuxième schéma que je vois, j'ai comme l'impression qu'il y a un troisième mandat qui est en téléchargement. Appelons Chacha. Parce que le chef se sépare pratiquement. Vous avez comme l'impression qu'il y a un troisième mandat qui est en téléchargement. D'ailleurs, pour rejoindre les 4 vérités, oui, parce qui que s'interrogent également. Parce que quand vous regardez un peu le schéma, le chef se sépare pratiquement de tous ceux qui étaient de son noyau dur avant 2016. Aurélien Benossi, c'est quelqu'un à qui Patrice Talon avait promis qu'il allait être candidat. Il a appelé le matin pour dire qu'il ne sera plus candidat, qu'il allait de laisser être candidat. Je prends, comment vous appelez, Johannes Dayon, qui est son cousin de longue date, dont il s'est séparé. On sait dans les conditions dans lesquelles il s'est séparé de lui. On connaît le cas de Ozan Omeki qui a mobilisé la caution, mais qui n'a pas eu le froid aux yeux en lui disant que, bon, il ne faut pas oser faire un troisième mandat, et qui a parlé clairement pour dire que la seule personne idéale qui pourrait continuer les œuvres de Patrice Talon, c'est Olivier Bokor. Et ça a amené la brouille parce que le chef même a reconnu qu'il lui a fait des reproches sur la question pour lui parler des questions de discipline. Et quand le chef évoque la question du parti politique, on sait très bien qu'en 2021, on a dit en 2021 que c'est les partis qui devraient désigner des candidats, mais on a pu voir que le candidat élu en 2021 n'était pas membre d'un parti politique formellement constitué. Donc, tout est là. Et donc, je me pose la question de savoir si aujourd'hui, parce que si les faits sont reprochés à Olivier Bokor et Ozan Omeki sont avérés, en réalité, on doit s'attendre à 20 ans de prison, comme c'est le cas de Riké Madougou. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on attend de voir, chacun tirera de la conclusion. Mais j'estime qu'il y a 2 options. Les 2 options sont clairement définies. C'est soit on est dans un jeu politique pour faire un opposant suscité au sein de la mouvance présidentielle, qui viendra damer le pion aux vrais opposants, qui ont bataillé pendant 10 ans, ou alors il y a peut-être un mandat qu'on télécharge quelque part. Je ne sais pas sur quel logiciel ou sur quelle application, mais on attend de voir. Merci pour toute cette analyse, Laurent Roland-Tonné-Ikes. Oumar Dianjou, vous avez suivi Laurent Roland-Tonné-Ikes, vous avez suivi également les avocats, et vous avez suivi les unes des quotidiens. Quelle analyse vous faites? Oui, première chose, les unes des quotidiens, bon, je pense qu'on a dit l'essentiel par rapport à ça. Tout le monde a le devoir de relayer une telle information. Ça reste des personnalités, de hautes personnalités. Donc c'est normal que cela défraie la chronique. L'autre chose, c'est ce que nous avons entendu des avocats de M. Bokor et de M. Omeki et du commandant Théo Etré, c'est qu'ils ont été arrêtés d'abord à des heures indues, selon la procédure. Donc la procédure ne serait pas respectée selon eux. Je pense que c'est matière à réflexion, comme l'a dit Roland. On va chez un ministre, enfin un ministre démissionnaire qui est parti du gouvernement parce que certainement il y avait une brouille entre lui et le chef de l'État, et donc qui quitte donc l'arène, enfin on va dire, qui quitte l'appareil d'État. Et finalement, on retrouve un maillon essentiel de la sécurité présidentielle chez lui à cette heure-là. Il y a matière également à réflexion. On retrouve également du numéraire. Si les autorités, enfin, si cela est relayé aujourd'hui, c'est qu'il s'agit certainement d'une très forte somme d'argent. Ça va servir à quoi? C'est là où on parle de banque, hein? Une banque secrète. Quand on dit banque, voilà. Vous savez. C'est là où je suis complètement d'accord avec Roland Tonné-Ikes. Et puis, l'autre chose, c'est que pour moi, il ne s'agit pas vraiment d'un jeu, à mon avis. Ce n'est pas un jeu politique, à mon avis. Peut-être que ça peut servir l'un ou l'autre camp. Peut-être que ça peut conduire au fait que l'histoire va se répéter, comme vous l'avez dit, parce que quand on regarde 2016, on sait comment les choses se sont passées. Finalement, c'est Patrice Talon qui est resté pendant longtemps aux côtés du président Boni Yayi, et donc qui, je crois, dans les 2 dernières années, a joué sur la victimisation finalement et a conquis le cœur des Béninois et est venu au pouvoir.
je ne pense pas que l'histoire se répète exactement. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les choses, il y a beaucoup de différences. Pourquoi? Je vais vous dire. Est-ce que le président Patrice Talon laissera ces personnes-là aller en exil, première interrogation, pour qu'ils aient, comme on appelle, la largesse de pouvoir s'exprimer finalement sur l'actualité politique, sur la chose politique et finalement essayer de conquérir également le pouvoir en se victimisant? Est-ce que cela sera permis? Je ne pense pas. Ce gouvernement ne travaille pas de la sorte. S'il y a quelque chose qui leur est reproché, croyez-moi, une fois qu'ils sont arrêtés, ils iront en prison et de la prison, croyez-moi, c'est fini. Tout ce qui a un rapport avec la politique, ils ne pourront pas s'exprimer. Donc j'ai du mal à croire que ce soit un jeu qui est en train d'être manigancé, d'être mis en place pour permettre donc à ces personnes-là de se victimiser et finalement de reprendre, enfin, de prendre le pouvoir et donc damer le pion, comme on dit, aux vrais opposants qui sont les démocrates. Je ne pense pas. Donc, par rapport maintenant à un troisième mandat, je ne pense pas que ce soit la chose à voir vraiment venir. Et pour moi, il y a une chose qui est bien claire. Si c'est vraiment un jeu, peut-être que le gouvernement envoie un signal à tous ces dissidents-là. Enfin, le chef, je veux dire, envoie un signal certainement à tous ces dissidents pour leur dire, écoutez, je vous ai à l'œil. Mon dauphin, peut-être que je vais choisir, passera. Moi, je préfère le voir comme ça. Parce qu'à la tête du Bénin, à la fin du mandat du président Patrice Talon, il y doit avoir... Vous dites, le chef envoie un signal. Oui. Je vous ai à l'œil. Oui, c'est très clair. Parce que la justice, certainement, prendra les choses en main. Et si rien ne leur est reproché, ils seront libérés. Donc, il est tout à fait normal. La police va continuer ses enquêtes. Si rien ne leur est reproché, ils seront libérés. Mais il y a pas mal d'éléments aujourd'hui qui prêtent à supputation, à conjecture. Beaucoup de numéraires retrouvés chez M. Oswald Omeki, si on en parle, c'est que c'est beaucoup. Un garde, enfin un commandant, ce n'est pas n'importe qui, de la garde républicaine, qui se retrouve à 3 h du matin chez 2 h du matin, voilà, chez Oswald Omeki, c'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien là où se situe la maison de Oswald Omeki, ou bien peut-être qu'il y a une boîte de nuit dans les environs, peut-être qu'il y a un bar et que peut-être dès qu'il a fini, il a voulu aller se reposer chez ce monsieur. Mais il faut quand même faire très attention. Vous suivez un individu qui, en ce moment, enfin pas un individu, une personnalité, je vais dire, la plus haute personnalité de notre pays, vous avez en charge comment on appelle sa sécurité, et à un moment... La garde présidentielle, c'est la sécurité d'État. À un moment, vous vous retrouvez finalement où? Chez l'une des personnes avec qui il n'est pas en odeur de sainteté. Enfin, il ne se tend pas. Et c'est justement pour ça que je dis en réalité, je ne dis pas tout de go que c'est un jeu, mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est ministre, qui a démissionné, et qui, en tout cas, on a vu qu'il y a eu brouille en griffe, comme on l'a dit, avec le chef de l'État, que le chef de la garde républicaine se retrouve chez lui. Si en réalité, il y a véritablement brouille, et que les gens ne se parlent pas, qu'il y a des tensions, en réalité, le chef de la garde républicaine n'a rien à voir là. Cela suppose que quoi? Parce que même juste ailleurs, il suffisait d'un seul coup de fil entre les deux hommes et le patron de la garde républicaine pour être sauté. Mais jusqu'à aller se retrouver chez lui à une telle heure, posons les questions, c'est pourquoi je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans un scénario peut-être qu'on déroule? Je ne dis pas tout de go que ça, mais on se pose des questions. Parce que c'est une situation qui nous amène à poser des questions. D'accord, je vais vous lancer une patate chaude, si vous me permettez. On va revenir à la une du quotidien, les 4 vérités. Les 4 vérités qui, quand même, posent une question. Est-ce que, au regard des élections qui s'annoncent en 2026, si nous considérons qu'aujourd'hui, il y a quand même le seul candidat qui a osé s'affirmer et dont la candidature, les gens ont commencé par en parler et tout. Aujourd'hui, on suppose entre griffes, s'il était éclaboussé par une affaire, n'est plus dans le jeu. Est-ce que véritablement il y a lieu de s'interroger si un boulevard est ouvert? Je ne dirais pas pour un 3e mandat, puisque le chef de l'État même nous avait dit qu'il faisait son 2e mandat. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un boulevard est ouvert pour le dauphin du chef de l'État, Laurent Roland-Tornez? Oui, d'abord, il faut savoir s'il y a un dauphin d'abord.
Parce que dans le chef de l'État nous a dit dans sa conférence de presse en début d'année qu'il faut attendre. Pourquoi on est pressé? Le boulevard ne saurait être ouvert pour le dauphin du chef de l'État parce qu'il y aura division au sein de la majorité présidentielle, malheureusement, avec cette situation. Parce que c'est cette situation qui va créer la division. Non, il y avait déjà des problèmes internes. Mais là, ça va aggraver les problèmes internes. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'écosystème politique aujourd'hui, il y a beaucoup de la mouvance qui sont alignés derrière Olivier Bokor. Notamment Oswald Omeki. Omeki qu'on ne le veuille pas, il a toujours derrière lui quelques jeunes, même si au détour des élections législatives 2023, les jeunes ne lui ont pas fait confiance à Cotonou, mais il reste quand même en position pour un certain nombre de jeunes cadres, élites qui l'écoutent, qui l'accompagnent davantage. Et donc, ces jeunes-là sont acquis à la cause de Olivier Bokor. Quand vous prenez l'ancien ministre garde des Sceaux, Séverin Kenom, qui clairement a affiché son soutien pour Olivier Bokor, et qui d'ailleurs a au moins une assise à Lokossa et environ, et même à Cotonou également. Et quand on regarde d'autres acteurs politiques qui sont alignés, c'est-à-dire que n'eût été la réunion organisée au Palais des Congrès par le chef de l'État pour remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait vu clairement certains acteurs afficher leur appartenance à la team Olivier Bokor. Donc, en réalité, cette situation ne saurait être un boulevard ouvert parce que ça veut dire que le dauphin, s'il y avait vraiment un dauphin en 2026, devra maintenant retrousser les manches et travailler fort parce qu'il n'aura pas le soutien de tous les leaders de la mouvance présidentielle. Donc, un boulevard n'est pas ouvert pour lui aussi facilement. C'est-à-dire que le boulevard serait ouvert si, éventuellement, on arrivait à empêcher Olivier Bokor d'être candidat. Mais s'il arrivait que des candidats, des élus apportaient le soutien à Olivier Bokor, lui donnaient leur parrainage, et que le dauphin de Patrice Talon aujourd'hui arrivait à avoir le parrainage parce que les deux formations politiques peuvent avoir jusqu'à 2 candidatures, il se peut qu'à ce niveau, le dauphin désigné par Patrice Talon, s'il n'était pas Olivier Bokor, soit en difficulté. Donc j'estime que ce n'est pas un boulevard ouvert. C'est un problème et c'est pourquoi je parle... C'est un problème, vous dites. Oui, et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que, en réalité, nous sommes dans un cas de figure où il y a possibilité de se retrouver dans un schéma où c'est une opposition interne à la mouvance qui se dégage et qui vient maintenant combattre la mouvance, le reste du camp de la mouvance, et ça va être une bataille sur le terrain politique. Cette affaire aura des répercussions politiques. Dans un premier temps, répercussions sur donc, la succession à la tête de notre État, qui sera président ou pas. Est-ce que c'est un troisième mandat? Moi, je vous le dis sincèrement, moi, le troisième mandat, je n'y crois pas. Moi, je n'ai pas parlé de troisième mandat. Je ne veux même pas y croire. J'ai parlé de dauphin. Oui, je comprends. Je n'y crois pas et je ne veux pas y croire parce que le président nous a déjà tout dit par rapport à ça. Après ce mandat-là, c'est fini, il va faire autre chose. On est d'accord? Donc ça, c'est déjà réglé. Ça, je ne veux même pas en faire un débat. Parce que vous y croyez. Voilà. Je ne veux pas y croire pour le Bénin. Parce que si jamais il y a troisième mandat, c'est qu'il y a état d'exception au Bénin, c'est qu'il y a une crise institutionnelle, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est obligé de maintenir Patrice Talon ensuite, comment on appelle, au pouvoir. Donc je ne veux pas de cela pour mon pays. Ça, c'est un premier cas. Le second cas, c'est que pour moi, Omar, c'est un boulevard qui est ouvert pour le comment on appelle, pour le dauphin du président Patrice Talon, si jamais Patrice Talon choisit un dauphin. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le camp présidentiel, il n'y a plus d'opposants à ce dauphin-là désormais. Les quelques-uns qui ont une voix, on va dire, dissonante par rapport à la majorité, finalement, sont en train d'être épinglés, certainement par la justice. Je ne veux pas parler. L'affaire est pendante devant la justice. Si jamais ils écopent, par exemple, de peine de prison, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dissidence. Donc, celui que Patrice Talon choisira aura donc la voie libre, ne serait-ce que pour être le candidat d'abord de la mouvance présidentielle. Donc pour moi, je préfère faire cette analyse-là que de parler d'un troisième mandat. Alors, pour moi, c'est un boulevard pour le dauphin si jamais donc, ces personnes-là sont inculpées par rapport à cette affaire. Le problème ici, quand je dis que ce n'est pas un boulevard ouvert pour le dauphin, c'est que si véritablement les faits sont confirmés qu'il y a brouille entre les deux hommes et qu'on mettait Olivier Bokor en prison peut-être pour 20 ans ou 10 ans, ne soyez pas surpris que la team Bokor vire de l'autre côté. De quel côté? Du côté des démocrates? Je peux vous dire
Je peux vous dire. L'opposition, ce n'est pas que les démocrates. Ce n'est pas que les démocrates. Je peux vous dire, il y a des choses qu'on ne dira pas sur le plateau de d'autres télévision. choses, Mais je peux vous dire MPL et qu'il autres. y a des contacts qui ont été pris par certains acteurs politiques. Il y a des contacts qui ont été pris par des acteurs politiques. Donc, s'il arrivait où l'autre doit être humilié, mis en prison, neutralisé ou je sais quoi, il se peut que certains acteurs, parce qu'on n'a pas vu, on a vu quand même sous Boniaï, Eric Ndete, Adrien Mbedi, les vrais opposants de Boniaï, se retrouver à soutenir le candidat Lionel Zissou. Donc ça s'est déjà passé dans ce pays. Donc ne soyez pas surpris de voir demain la team Bokor, si entre-temps Bokor est en difficulté, que ces gens-là s'alignent peut-être du côté de l'opposition pour combattre le dauphin désigné qui n'est pas de leur choix. Donc en réalité, c'est pour ça que... D'aller à peu près vers le schéma. C'est pourquoi je dis qu'en réalité, c'est pas un boulevard. C'est pourquoi je dis que le boulevard n'est pas totalement ouvert. C'est-à-dire que s'il arrivait que les autres se retrouvent en difficulté et n'ont plus la possibilité d'aller aux élections, il se peut que le candidat désigné au dauphin ait des difficultés parce qu'il doit maintenant faire face à une famille divisée. Et quand vous êtes face à une famille divisée, vous n'avez pas l'adhésion de tout le monde. Du coup, c'est difficile pour vous parce que, qu'on ne le veuille pas, si Patrice Talon continue de dérouler son plan, il a gagné les différentes élections, même s'il y a quelques écueils qu'on peut soulever, en 2021, n'oubliez pas que c'est parce qu'ils étaient soudés que ça a donné ce que ça a donné. Et n'oubliez pas que c'est parce qu'ils ont parlé le même langage qu'en 2023. Ils ont pu avoir la majorité, en tout cas plus ou moins, pour l'Assemblée nationale. Donc, dès lors que la famille sera divisée en 2026, il sera difficile pour eux de pouvoir contrôler, prendre le pouvoir d'État. Et donc, cela suppose que le dauphin doit davantage travailler et très bien travailler. Voilà, qu'il doit travailler, ça c'est une certitude. Mais que l'histoire ne se répète pas, que je tiens à répéter. Oui, malheureusement. L'histoire n'est pas d'un temps de se répéter. Le contexte est complètement différent. J'ai l'impression que vous perdez de vue de quelque chose. Vous connaissez l'influence de Olivier Bokor au sein du parti UP Le Renouveau. Comment est-ce que les autres vont réagir? Je pense notamment à comment on appelle, à un autre bras droit du chef de l'État, comment on appelle, Joseph Jokbenou. Comment est-ce qu'il réagira? On attendra sa réaction également. Quand je vous dis que ça aura des répercussions sur le plan politique, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais c'est ce que je dis la même chose. Olivier Bokor étant un élément essentiel de l'UP Le Renouveau, comment est-ce que les autres réagissent? Est-ce qu'ils restent fidèles à Patrice Talon ou bien ils font dissidence et finalement le parti se retrouve complètement divisé ou voilà peut-être au sein du parti tout le monde s'entend et on va maintenant contre Patrice Talon. Vous du bloc républicain. Voilà. Non, mais en ce qui concerne le bloc républicain, je ne pense pas que Olivier Bokor aujourd'hui, en tout cas pour le peu que je sais des partis, je ne pense pas. Il y a d'autres leaders là-bas. Bon, c'est possible. En fait, Bokor a réussi à avoir le contact avec beaucoup d'acteurs. Au sein de l'UP Le Renouveau, qu'il est donc, comme on appelle, considéré comme le leader, on va dire. Donc, ne serait-ce que ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte et ça va jouer dans les jours à venir dans le positionnement des uns et des autres, notamment les hommes politiques. L'autre chose, c'est que n'oubliez pas le code. Il est bien facile, le code électoral, je veux dire, tout ce qui a rapport, toutes les réformes qu'on a fait sur le plan politique, n'oubliez pas, ça ne permet plus de faire certaines choses comme en 2016. On ne pourra pas aller se constituer en parti politique comme on veut, n'importe comment. Donc il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Les dissidents, ils seront obligés d'agir au sein de ces blocs-là qui existent déjà. Et comment est-ce qu'au sein de ces blocs-là, comment est-ce que leur dissidence, leur envie de se séparer ou bien de ne pas voir le dauphin de Patrice Talon être au pouvoir va être accepté par le reste donc, du parti. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Donc attendons de voir les jours à venir comment est-ce que les autres réagissent. Comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à l'un ou l'autre des deux amis aujourd'hui qui se déchirent, Patrice Talon et Olivier Bokor. Et puis, ils se déchirent, peut-être que c'est trop dur. Mais il y a une chose qui est sûre, Patrice Talon n'a jamais accepté le fait qu'on puisse lui imposer une candidature, Olivier Bokor. Je crois qu'on lui a posé même la question publiquement. Oui, il a répondu devant les Si jamais c'était lui qu'il voulait, il vous l'aurait dit. Il aurait dit, bon, écoutez, c'est un citoyen béninois, s'il a le droit. Mais il n'a pas dit tout ça. Donc ça veut dire que finalement, attendons les répercussions, attendons de voir les déclarations des uns et des autres, attendons de voir les repositionnements au sein des différents blocs pour pouvoir donc faire des interprétations, pour pouvoir se projeter sur
2016. Alors, je crois que quand vous évoquez la question, j'ai comme l'impression qu'on on dit la même chose, mais, parce que quand vous dites que l'influence d'Olivier Bokor, c'est l'influence qui fait que réellement le dauphin de Patrice Talon aura des problèmes. C'est son influence qui fait que, face à la candidature, en tout cas... Mais non, mais même s'il a influé qu'il est derrière les barreaux. Oui, non, mais écoutez, attention. Même derrière les barreaux, il a toujours son mot à dire. N'oubliez pas que c'est un acteur politique et qui a réussi à entretenir des acteurs politiques, même si à un moment donné, le chef a dit au cours d'une réunion que c'est lui qui l'envoyait, mais il était en contact avec beaucoup d'acteurs politiques. Et lesquels acteurs aujourd'hui, silencieusement, réfléchissent à comment faire pour se libérer, pour dire ouvertement qu'ils sont Olivier Bokor. On a vu au détour de la dernière révision de la constitution du coup électoral, le schéma qui s'est présenté à l'Assemblée nationale. On a vu clairement ce qui allait se préparer pour 2026. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où les acteurs politiques de la mouvance feront face à une guerre interne, une division. Et ça ne va pas être profitable pour eux, parce que, dans une certaine mesure, les ennemis d'hier deviendront amis, malheureusement, et les amis d'hier deviendront ennemis. Parce que la guerre d'intérêts, des intérêts entrera en jeu. Parce que c'est le propre de la politique. Parce que le problème, c'est que quoi, si le dauphin du Patrice Talon en arrivait à gagner les élections, et savait très bien que celui qui était son problème était Olivier Bokor, ce n'est pas évident que s'il vient au pouvoir, que Olivier Bokor sorte de prison. Parce que c'est la question de schéma politique. Mais par contre, il a la possibilité d'aller négocier avec les autres pour dire, bon, je vous soutiens avec ma team, si je viens vous venez au pouvoir, la condition c'est que vous me sortez de prison. Parce que tout le monde, tout acteur politique de la mouvance qui viendra au pouvoir, si Olivier Bokor était en prison, sait très bien que c'est un problème qu'il va gérer. Si en temps il était en liberté. Donc j'estime que... Il n'y a pas que Olivier Bokor derrière les barreaux. Ricky Amadou et autres. Tout successeur de Patrice Talon devra gérer tout ça. Donc du coup, c'est un problème qui se pose à la mouvance aujourd'hui et Patrice Talon en est très bien conscient. Ce n'est pas pour rien que les cartes sont jouées, on voit un peu. Quand vous parlez de... Moi, je ne dis pas tout de go que Patrice Talon veut faire un troisième mandat. Mais je tiens compte de l'évolution politique du personnage. Je tiens compte de cette déclaration politique avant 2016. Je tiens compte de cette déclaration politique à partir de 2020. Je tiens compte de tout ça pour dire les acteurs politiques sont changeants selon en tout cas au gré du vent. Sont changeants au gré de leurs intérêts, sont changeants au gré des difficultés qu'ils envisagent, auxquelles ils pourront faire face. Et pour ça, les acteurs politiques peuvent tout de go, à un moment donné, changer leur version pour dire attention. Et ce n'est pas pour rien que j'ai toujours dit que dès lors qu'on voit des citoyens sortis de nulle part pour dire que quand les gens commencent à dire ça, quand les gens commencent non, je reviens sur ça. Nous sommes sur un terrain politique. Et ce n'est pas le Bénin qui est pionnier en la matière. On a vu sous d'autres cieux plusieurs fois que les gens disent haut et fort devant le système des Nations Unies, nous allons partir, mais revenir sur leurs décisions. Donc c'est pour ça que je ne dis pas tout de go. Je crois que Patrice Talon, ce serait tout honneur pour lui de partir en 2026. Maintenant, il peut ne pas vouloir partir. C'est autant parce que je regarde le noyau dur qu'il a amené au pouvoir. Malheureusement, eux tous sont loin. Eux tous, pratiquement. Parce que l'autre là, n'ayant pas de difficulté, pourtant on a réussi à lui trouver un poste vers là-bas, vers Haïti, là-bas, il n'a qu'à s'occuper des gangs au niveau de Port-au-Prince là-bas. Mais les autres, on s'est séparés d'eux de la plus belle des manières. Et aucun d'eux, malheureusement, ne peut avoir le courage de l'affronter. C'est pour ça que je dis, réfléchissons. Mais je dis toujours une chose, soyons sereins, pas d'agitation de la part des citoyens. Observons et ne dormons pas, parce qu'en réalité, un peu de somnolence et puis le tout est joué. Ma dernière question, si vous me le permettez, quelle leçon peut-on alors tirer de cette situation? Je ne parle pas de Patrice Talon, je ne parle pas d'Olivier Bokor, mais je parle de la leçon que nous donne ce que nous avons entendu et appris d'hier à aujourd'hui. Des amis d'hier qui, aujourd'hui, en viennent à cette situation. Quelle leçon peut-on tirer pour la vie? Non, moi, je dirais plutôt que l'adage qui dit que les loups ne se mangent pas entre eux n'est pas toujours vérifié, notamment en ce qui concerne la politique. En politique, les loups peuvent se manger entre eux.
Et c'est rien de vraiment nouveau sur le plancher des vaches, dans l'arène politique, que ce soit au Bénin ou dans d'autres, comment on appelle, endroits du monde. Ça a toujours été comme ça. Quand des gens viennent au pouvoir, on s'entend pour rester ensemble, pour gérer ensemble la chose politique. Mais à un moment, il peut arriver que des différends nous séparent. Et ça arrive tout le temps, partout dans le monde. Et je pense que nous observons cela aujourd'hui au sein donc, de la mouvance présidentielle. On n'est plus du tout en odeur de sainteté, on ne s'entend plus véritablement, on ne se comprend plus. Donc c'est tout à fait normal qu'on se sépare. Et dans cette manière de se séparer, écoutez, je ne veux pas dire qu'en politique, tous les coups sont permis, mais si vous commettez une erreur, si vous laissez une brèche, l'autre va s'engouffrer dans cette brèche-là et vous avoir. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien vraiment de nouveau qui se produit, à mon avis. Des gens ont amené Patrice Talon au pouvoir. Les gens sont entendus pour soutenir Patrice Talon. Au cours donc, de sa gouvernance, il y a eu des éléments sur lesquels, certainement, ils ne s'entendent pas, notamment la succession, enfin, le choix peut-être du dauphin qui les divise. Moi, je pense que c'est cela aussi, le choix peut-être du dauphin qui les divise. Voilà, donc il y a un problème là. Maintenant, malgré tout ceci, malgré tout, comme on appelle, tout ce qu'on a pu faire comme analyse politique, n'oublions pas que c'est une affaire qui est pendante devant la justice. C'est une affaire que les policiers ont en main en ce moment et on a le devoir d'attendre, de voir comment est-ce que les policiers font leur travail avant finalement de le transmettre donc aux responsables, on va dire, de la justice, avec que ces derniers également puissent également jouer leur rôle. Donc, ne l'oublions pas. On peut faire l'analyse politique, on peut faire comment on appelle, les implications politiques que cette affaire peut avoir sur donc, notre vie politique. Ça, il n'y a pas de souci avec. Mais n'oublions pas, faisons très attention à ce que nous allons dire. Les rebondissements, c'est pour bientôt. Déjà le vendredi, je crois, Omeki sera entendu à la Criette. Donc, au fur et à mesure, on aura d'autres éléments qui vont nous permettre d'analyser de manière intrinsèque cette affaire elle-même. Maintenant, les répercussions politiques, on peut se projeter. Et c'est ce qu'on a fait ce matin, en tout cas, sur ce plateau. Donc, la leçon à retenir, en politique, les loups se mangent entre eux. La chose qu'il faut espérer, c'est d'espérer que les gens disent finalement où se trouve Olivier Boko actuellement. Parce que les avocats l'ont dit, jusque-là, ils ne savent pas où il se trouve. On dit qu'il est en lieu surveillé. Il faut qu'on dise où il se trouve. Mais que... Il est sans ses médicaments. Oui, il est sans ses médicaments, d'après selon les ses avocats. Voilà, donc c'est un problème très important. Il va falloir que les dirigeants travaillent à assurer, en tout cas, à se regarder, à le protéger, lui épargner de toute assurer son intégrité physique et merci. Et donc voilà, c'est très important qu'on dise où il se trouve actuellement. C'est un citoyen béninois. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est un citoyen béninois. Il a le droit à un certain nombre de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, quand j'ai lu, pour finir, j'ai lu un communiqué de la team OB26, j'ai souri un peu. Parce pourquoi 2026, oui, parce que, oui, ils ont parlé des droits de l'homme, respect des droits de l'homme, des droits humains. J'ai souri un peu parce que... Et j'ai toujours dit aux acteurs politiques, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. L'autre chose, attendez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand ça arrive aux autres, là, et quand même, prenez de la matière quand même pour dénoncer, pour dénoncer les abus. Parce que tout le monde passera malheureusement par là à des moments donnés. Il va falloir travailler à cela. C'est très important. Moi, je pense aussi que, en tout cas pour le moment, on fait nos analyses selon un seul son de cloche. Oui. C'est-à-dire, on attend la justice béninoise, on attend le gouvernement. Il faudrait que la justice, les autorités également de l'État, ceux qui sont en charge donc, de la justice, puissent également monter au créneau pour nous donner des explications sur ce que les avocats de M. Bokor, de M. Thébo Edjre et de M. Omeki dénoncent, les heures auxquelles on les a arrêtés, ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on leur reproche dans la procédure, il faudrait également montrer au créneau et nous l'expliquer. Et nous dire, comme vous l'avez dit, où se trouve Olivier Bokor. Ce qui est bizarre, parce que c'est pour ça que je me posais la question, comment quelqu'un qui peut-être serait dans un coup, pourrait recevoir un appel du chef de l'État qui l'invite à la maison, il serait tout peinard, il aurait pris sa voiture pour aller se rendre là-bas. Donc, bon, il a matière à se poser des questions. Je ne voudrais pas qu'on s'aventure sur ce terrain, mais on attend de voir je voudrais quand même qu'on laisse la justice faire son travail, Laurent Volontaire, et puis qu'on vienne éclairer notre lanterne. Je voudrais pour finir ajouter que
les interpellations à des individus, ce n'est pas pour la première fois. Voilà. D'autres régimes, sous d'autres régimes, Ça, on ça, a connu on ça. a connu ça également. Hein, donc, Et puis, Bon, on a vu les MMA aller interpeller quelqu'un à allumer la nuit, non? Voilà. Bon, Donc, et puis, je vais vous dire une chose. Tout ce qui se passe en ce moment, moi, personnellement, il n'y a rien qui m'écœure. Hein. C'est-à-dire que je ne suis ni du côté d'Olivier de Bokor, ni de l'autre. Pourquoi? Tout simplement, je suis un citoyen béninois et je suis très intéressé de savoir qu'est-ce qui fait que de hautes personnalités de notre pays puissent se retrouver devant la justice. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que c'est finalement des justiciables comme tout le monde. Un grand commandant de la garde républicaine se retrouve devant la justice. Moi, ça me rassure quelque part également. c'est un signal fort à tout acteur qui pourrait s'agiter pour dire. Voilà. Donc on est tous des justiciables. Vous tombez dedans. Ce ne sont pas seulement les journalistes qui sont jugés, ce ne sont pas seulement des citoyens lambda qui sont jugés. Quel que soit votre niveau. Qu'est-ce que Voilà. Maintenant, que tout ceci soit fait dans les règles de l'art. Qu'est-ce que le journaliste fait pour être jugé? Parce qu'il a parlé. Oui, parce qu'il a parlé. Ne mettez pas parce qu'on ne nous, comment on appelle, on ne nous pardonne plus sur notre impéritie, on va dire sur le plan professionnel. De toute façon, on nous réprimande avec la dernière rigueur. Merci Yavo pour tout ce que vous avez apporté sur ce plateau. Merci d'être resté. Quand même, je ne veux pas utiliser, je voulais dire lucide, quoi. Mais bon. Non, mais c'est notre travail. En tout cas, j'ai apprécié. On est bien obligé d'être lucide. Pour une affaire qui est pendante devant la justice, il faut faire très attention. Sinon, l'église sera ramenée au cœur du village. L'église sera ramenée au cœur du village.